J'ai perdu le drone. J'ai aucune idée d'où il est allé. Il y a eu trop de vent, il est parti très loin. J'avais pas plus moyen de le récupérer. Et la manette fonctionnait plus, je pense qu'il était trop loin. Et j'ai aucune idée d'où il est. Le stade olympique de Montréal. Le stade olympique à Montréal, c'est avant tout le rêve d'un homme, Jean Drapeau. Le maire Drapeau est un grand bâtisseur de Montréal que nous connaissons aujourd'hui. C'est à lui que nous devons le métro. J'ouvre une parenthèse. L'épisode 2 du docu-vlog portait sur le métro. J'étais absolument pas au courant que Jean Drapeau était à l'origine de mes 2 premiers vrais épisodes du docu-vlog, en sachant qu'il y avait un épisode 1, mais c'était plus comme un essai sur la neige. Je suis pas certain que Jean Drapeau soit à l'origine de la neige, quoique ça m'étonnerait peut-être pas forcément. Voilà, donc je vais vous mettre les liens en dessous. Je ferme la parenthèse. Donc, c'est grâce au maire Jean Drapeau que nous avons le métro, le stade olympique, la place des Arts, l'Expo 67. Bon, ok. Je pense que les épisodes 2 à 5 de mon docu-vlog seront consacrés aux œuvres du maire Jean Drapeau. Faisons un saut dans le passé et revenons à la jeunesse du stade. Il n'y aurait pas eu de stade sans Jeux Olympiques. L'histoire olympique de Montréal remonte bien avant 1976. J'avais dit que le stade est construit pour les Jeux de 76. Montréal a d'abord tenté d'accueillir les Jeux Olympiques d'hiver de 1932, 40, 44 et 56, sans succès. Montréal a ensuite tenté d'accueillir les Jeux Olympiques d'été de 1972, qui ont été attribués à Munich, et de 76, qui cette fois ont été attribués à Montréal. La décision a été rendue en 1970, soit 3 ans après l'exposition universelle de 67, qui était un grand succès. Je pense que ça a contribué à l'attribution des Jeux à Montréal. Je mettrai le lien dans la description pour l'épisode sur l'Expo 67 quand j'aurai fait la vidéo. Montréal a donc 6 ans pour se préparer à accueillir les Jeux Olympiques. Jean Drapeau souhaitait un stade couvert à Montréal, notamment pour y accueillir une équipe de baseball majeure. Le stade olympique a déjà trouvé sa reconversion. Le maire Drapeau souhaite construire un stade économique tout en étant innovant. L'architecte français Roger Taillibert, l'architecte qui a construit le Parc des Princes à Paris, a été retenu grâce à son projet économique, jamais vu en Amérique du Nord, conçu à partir de blocs de béton préfabriqués. Cette technique innovante ne plaît pas forcément aux architectes locaux. Le stade est en fait un énorme assemblage de 12 000 pièces de Lego pouvant peser jusqu'à 150 tonnes. Le budget total des travaux olympiques était d'environ 190 millions de dollars de l'époque, environ 1 milliard de dollars actuels, dont près d'un tiers rien que pour le stade. Entre avril et décembre 73 ont eu lieu les travaux d'excavation du terrain. En 74, le chantier de construction du stade commence enfin. La majorité des blocs de béton seront préfabriqués dans une usine à Saint-Eustache. En avril 74 commencent les soucis. Le dessin des plans prend plus de temps que prévu. Et en plus, le sol réserve des surprises. Il faut revoir les fondations. En juillet 74, 2 bureaux d'études français sont mandatés pour reprendre les plans du stade. Les travaux peuvent reprendre concrètement en août, moins de 2 ans avant le début des Jeux. Mais les problèmes continuent de hanter le chantier. La structure est complexe, la technique nouvelle. Et la corruption n'aide pas à faire avancer les choses. Certains camions font 15 fois le tour du stade en se faisant payer à chaque fois avant de décharger leur cargaison. Plusieurs grèves viennent aussi bloquer le chantier. Novembre à décembre 74, ainsi que de mai à octobre 75, 8 mois avant le début des Jeux. Pour ne rien arranger, le coût de l'acier a été multiplié par 6 depuis le début du chantier. Le budget total est réévalué à 2 fois et demi le budget initial. Le gouvernement du Québec s'inquiète des problèmes sur le chantier. Et pour éviter la catastrophe que serait l'annulation des Jeux, il prend les choses en main. Il crée donc la Régie des installations olympiques, qui a pour seul mandat de tout faire pour que les Jeux puissent se tenir à Montréal en juillet 76, en priorisant le strict nécessaire à la tenue des Jeux. Voyez ça? La tour ne sera pas construite pour la cérémonie d'ouverture. Elle s'arrêtera ici. Avec l'intervention de l'Aério, les travaux reprennent efficacement. 3 mois avant la cérémonie d'ouverture, les grues sont retirées pour permettre l'installation du gazon et de la piste olympique. 2 mois avant l'ouverture, le gazon est posé, ainsi qu'un tiers des sièges. Le 9 juillet 76
À 8 jours de la cérémonie d'ouverture, les travaux sont officiellement terminés, à l'exception de la tour et des aménagements extérieurs. Le coût total est de près de 840 millions de l'époque, soit 3,4 milliards d'aujourd'hui. Les Jeux de 76 ont également été marqués par l'exploit d'une jeune athlète de 14 ans, Nadia Comaneci, qui est la première à réaliser aux Jeux Olympiques une note parfaite en gymnastique, un 10 sur 10. Mais les Jeux ont aussi parfois un aspect politique. Ainsi, les Jeux de 1976 ont été boycottés par 22 nations d'Afrique, qui reprochent à l'organisation d'accepter la présence de la Nouvelle-Zélande, qui avait laissé son équipe de rugby participer à une tournée en Afrique du Sud, dans laquelle s'avissait alors l'apartheid. Les équipes du comité olympique ne comprennent pas forcément ce boycott, pour deux raisons. L'Afrique du Sud ne participe pas aux Jeux depuis 10 ans. Et le rugby à 15 ne fait plus partie des Jeux. C'est en 1987, 11 ans après les Jeux, que la tour est terminée. Elle s'est arrêtée ici à la cérémonie d'ouverture. La moitié supérieure a été réalisée en acier pour alléger le poids parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des problématiques. La tour n'aurait pas tenu en faisant tout en béton. C'est aussi la plus haute tour inclinée du monde et la tour la plus inclinée du monde. 45 degrés d'angle ici. La tour de piste c'est 4 degrés. Elle permet de maintenir le toit rétractable. Un observatoire est installé à son sommet, accessible par un funiculaire unique en son genre, et il permet d'avoir une vue de 80 km à la ronde. L'accès au sommet de la tour se fait grâce au funiculaire extérieur qui passe ici. En bas, la tour abrite le centre sportif ainsi que les 7 piscines du parc olympique. Elle dispose aussi de 12 étages de bureaux qui sont actuellement en rénovation. 7 étages seront bientôt utilisés par les caisses des jardins. Le toit mériterait presque un épisode à lui tout seul. Le toit rétractable initialement prévu et installé a été déplié-replié 88 fois entre 1987 et 1992. Il a déchiré 17 fois. En 1998, un nouveau toit fixe a été installé. Il déchire en janvier 1999 en pleine installation du salon de l'auto. Une réglementation a alors interdit d'utiliser le stade s'il y avait de la neige ou de la glace sur le toit. En 2014, cette réglementation a été assouplie et on tolère maintenant 3 cm de neige par-dessus. Le toit est composé de 2 couches, l'une sur l'autre. Ça permet de chauffer entre les deux pour participer à la fonte de la neige. Il me semble qu'on voit une déchirure juste ici. Je ne sais pas si vous la voyez vous, mais là il y a un gros patch dans le toit. La facture de 1,35 milliard de dollars de l'époque, plus de 5 milliards actuels, a été officiellement soldée en 2006, 30 ans après la fin des Jeux. Une partie de la taxe sur le tabac a servi à rembourser la dette. 70% de ce montant, rien que pour le stade. Ce qui en fait le deuxième stade le plus onéreux de l'époque après Wembley. De nouvelles restaurations ont débuté en 2010 et devraient coûter 400 millions sur 20 ans, en se terminant par un nouveau toit. À quoi sert le stade aujourd'hui? En 2018, 2 équipes occupent le stade de manière régulière. Le club de natation des piscines du Parc olympique et l'équipe de soccer de l'Impact de Montréal. Le stade couvert permet à l'équipe de soccer de Montréal, l'Impact de Montréal, de jouer ses premiers matchs de la saison pendant l'hiver avec un terrain couvert, avant de rejoindre leur stade officiel, le stade Saputo,
quelques mètres de là. Le stade accueille également d'autres événements exceptionnels, comme certains matchs des Blue Jays de Toronto, l'équipe de baseball en Ligue majeure. D'ailleurs, après les Jeux, le stade a abrité l'équipe des Expos de Montréal du baseball de 1977 à 2004, avant que l'équipe déménage à Washington. De 77 à 97, le stade a également abrité l'équipe des Alouettes de Montréal, l'équipe de football, avant qu'ils déménagent au stade Percival Molson. Le parterre est le plus grand hall d'exposition au Canada. D'autres événements ont lieu au stade. Parmi les plus grosses affluences, le concert de Pink Floyd en 1977 a attiré plus de 78 000 personnes. Suivi de près par le congrès annuel des témoins de Jéhovah en 1978 qui accueillit plus de 75 000 personnes. En 1984, la messe du pape Jean-Paul II a attiré plus de 50 000 fidèles. Mais il y a aussi les concerts de U2, Genesis, George Michael, AC/DC, ainsi que des événements comme le Monster Spectacular. Je pense que je l'ai trouvé. Est-ce que c'est ça là-bas? Je pense que j'ai mon drone. Je l'ai. La question maintenant, est-ce qu'il fonctionne encore? Oh, regardez. Ce serait un peu endroit pour faire voler un drone, ça. Je crois qu'il est là. Est-ce qu'il s'est écrasé ou est-ce qu'il s'est posé tranquillement? On va voir. Oh, il repart. Stop. Bon, bah, apparemment il roule. Yeah.